Bienvenue dans ce nouvel épisode de Space. Aujourd'hui, nous vous emmenons sur la comète Chury. Le petit robot Philae a trouvé sur sa surface certains types de molécules organiques, des éléments considérés comme des briques de la vie. Mais avant d'aborder le thème central de cette édition, voici les dernières infos en provenance de l'univers. Le programme Ariane 6 prend son envol. L'ESA, l'agence spatiale européenne, a signé des contrats d'envergure avec Airbus, Safran Launchers, le CNES et ELV. Premier vol prévu en 2020 pour ce nouveau lanceur européen, en 2018 pour son collègue Vega C. Une équipe du CERN à Genève participe à un projet européen visant à démontrer la faisabilité d'un bouclier magnétique qui protégerait les spationautes des radiations cosmiques lors des missions dans l'espace lointain, une technologie similaire à celle utilisée pour le grand collisionneur de Hadron. Le Canadien Chris Hadfield, célèbre pour avoir chanté du David Bowie dans l'espace, sort en octobre un album composé et interprété lorsqu'il était commandant à bord de l'ISS en 2013. Rosetta bouleverse notre vision des comètes et nous offre de nouvelles perspectives sur les origines de la vie. Voyons de quelle façon. Au fil des mois, Rosetta écrit l'histoire scientifique, ajoutant des connaissances au chapitre sur les origines de la vie. À l'ESA, on prépare déjà la dernière partie de son voyage aux côtés de la comète Chury. La sonde a récemment pu l'observer à son périhélie, le point de son orbite le plus proche du Soleil, là où son activité se réveille. L'énergie solaire croissante réchauffe les glaces souterraines de la comète, qui rejette alors des gaz et des poussières. Pour se protéger, Rosetta a dû s'éloigner de plusieurs centaines de kilomètres. Quand la comète se calme, quand il y a moins de poussière dans son atmosphère ou coma, ça veut dire que la sonde peut à nouveau s'approcher du noyau cométaire, ce qui améliorera nos chances de rétablir notre communication avec l'atterrisseur. La dernière fois que le robot Philae a communiqué avec la Terre via son vaisseau mère Rosetta, c'était le 9 juillet. Par la suite, les deux appareils étaient trop éloignés l'un de l'autre pour rester en contact. Bien sûr, on rêve de pouvoir vraiment rétablir le contact et recevoir à nouveau des données scientifiques en provenance de la surface. Par exemple, des images qui pourraient nous montrer en quoi le sol est différent aujourd'hui, après le périhélie, de ce qu'il était en novembre. C'est au centre de contrôle de l'atterrisseur à Cologne, en Allemagne, qu'est installée l'équipe aux commandes de Philae. Nous obtenons l'autorisation exceptionnelle de pénétrer dans ces locaux. Ici, on garde l'espoir que le robot se fasse de nouveau entendre. D'ici au 21 septembre, il pourrait y avoir des moments propices. Pendant ces laps de temps, qui durent environ 1 à 2 heures et interviennent 2 fois par jour, on essaie d'envoyer des ordres à l'atterrisseur et de communiquer avec lui. Si Philae s'avère capable de capter le signal et de faire fonctionner ses instruments, les scientifiques auront alors une dernière chance de réaliser des tests importants. En lien avec la communauté scientifique, nous avons préparé une série de tâches qu'elle a l'intention d'effectuer une fois le contact rétabli. Nous allons aussi essayer de mettre en œuvre des opérations plus complexes, comme réaliser des forages, si possible. L'arrêt de la mission Rosetta, entamée en 2004, a été reporté de 9 mois jusqu'à fin septembre 2016. Mais les occasions de faire avancer la science vont se raréfier. La comète s'éloignera de plus en plus du Soleil et la lumière deviendra trop faible pour pouvoir recharger les batteries de Rosetta et Philae. Pour autant, les équipes espèrent beaucoup de cette prolongation. Si on se contente de chercher à capter un signal de Philae, on passera à côté de nombreux aspects scientifiques. On doit communiquer avec l'atterrisseur, mais aussi faire de la science. On n'aura pas d'autre occasion. Il faut saisir notre chance de pouvoir faire ces observations. Des observations cruciales, l'atterrisseur Philae en a déjà livré beaucoup. Les données envoyées lors de sa descente vers Chury accréditent un peu plus l'idée que les comètes aient joué un rôle clé dans l'apparition de la vie.
Nous avons découvert diverses molécules organiques, de chimie organique. Un résultat qui désormais doit être pris en compte dans nos théories sur la formation de la vie. Comprendre comment les sucres, les acides aminés ont pu se former sur Terre si ces matières organiques, ces molécules prébiotiques ont été apportées sur Terre par les comètes. Oui, il y a des matières organiques, mais il est important de souligner et d'insister là-dessus que ce sont les briques élémentaires de la vie. Ce ne sont pas des organismes vivants, ce sont des éléments qui peuvent aboutir à la création de la vie. En attendant, il faut déjà envisager la fin de mission de Rosetta, qui avait rejoint l'orbite de la comète le 6 août 2014. À terme, la sonde, vaisseau mère de Philae, rejoindra son enfant sur Tchouri. Lors des dernières semaines de la mission, on a l'intention de faire une descente en spirale en direction de la comète. On pense être en mesure de voler très près, bien en dessous de 10 km de distance. Il est très probable que nous puissions prendre des images spectaculaires à de très courtes distances. Puis, à la fin, on laissera l'engin se poser ou heurter la surface. 9 mois après l'arrivée de Philae sur la comète, la mission a permis d'accroître de manière spectaculaire nos connaissances sur ce type de corps céleste, mais aussi d'alimenter notre fascination pour l'exploration spatiale. C'est très émouvant de voir les résultats de 20 ans de travail au moment où ils arrivent sur Terre, par signal radio depuis le vaisseau mère Rosetta. Pour moi, même si on est ici depuis très longtemps, je reste concentré sur la fin de la mission. C'est pour ça qu'on est là, pour assister à l'ensemble de cette révolution. Rosetta est l'une des missions spatiales les plus fantastiques de l'histoire. D'un point de vue scientifique, nous avons exploré un monde qui était totalement inexploré. On a pu voir que cette mission a attiré beaucoup d'attention dans le monde entier, suscité beaucoup d'émotions, et c'est quelque chose qui sera toujours gravé dans nos cœurs. Place à présent à notre Académie des astronautes consacrée aujourd'hui aux conséquences sur la santé du séjour dans l'espace. Bonjour, je suis Volker Daman. Je dirige le service de médecine spatiale. Entrons dans la salle de contrôle d'où nous surveillons l'état de santé des astronautes. Le programme qui suit immédiatement le vol dure 21 jours, en gros 3 semaines. C'est une période chargée où l'aspect médical est la priorité absolue. L'apesanteur, ça paraît génial, amusant, mais évidemment, comme il n'y a pas de haut et de bas, les muscles cardiaques n'ont pas besoin de faire monter le sang jusqu'au cerveau. Et donc, comme tous les muscles du corps, le muscle cardiaque se dégrade parce qu'on ne le fait pas tellement travailler. On doit réapprendre les choses. Dans l'espace, on doit reprogrammer son cerveau pour l'adapter à l'apesanteur. C'est la même chose quand on revient sur Terre. On doit reprogrammer son cerveau. C'est tout pour aujourd'hui. Le mois prochain, nous verrons comment les satellites permettent d'assurer la surveillance et la sécurité maritime. Merci de votre attention. À bientôt.